T'as dû en entendre pas mal des histoires de clients qui disparaissent après le tournage et de techniciens vidéo qui sont jamais payés pour leurs prestations. Ça nous arrive à tous, ça m'est arrivé aussi, alors que le client paraissait hyper sérieux de base. Ça ferait une bonne story time, mais aujourd'hui c'est l'heure de l'apprentissage. Et donc je vais te donner toutes les erreurs que j'ai faites depuis les 3 ans que je me suis lancée en tant que réalisatrice freelance, afin je l'espère que toi tu évites de les commettre, parce que j'aurais adoré voir ce genre de vidéos quand je me suis lancée, et c'est pour ça que j'ai lancé cette chaîne, donc si ça te parle et que tu as envie d'évoluer ensemble, je t'invite à checker mes autres vidéos et à t'abonner. Et le premier conseil que j'aurais bien aimé qu'on me donne, c'est d'éviter de pas demander d'acompte. En vrai, je suis sûre que comme tout le monde, ça tu l'as déjà entendu partout, mais je sais pas pour toi, mais au départ, tu sais, t'es pas trop sûr de tes offres, de la valeur de ton travail aussi, donc t'oses pas trop en demander aux gens. Mais en fait, de l'autre côté, ça assure le client de ton sérieux, en plus de toi t'assurer du sérieux du client. En fait, c'est gagnant-gagnant. Par contre, ça veut pas dire que ça fait fuir les clients les moins sérieux. Ça, je l'ai appris à mes dépens, justement avec la première anecdote que je te racontais. Les gens, leur objectif, c'est de dépenser le moins possible. C'est comme ça que la vie fonctionne. Mais toi, si tu veux t'assurer d'être payé, en plus de demander un acompte, ne fais pas comme moi à mes débuts et cadre tes prestations dans le temps. Souvent, surtout quand tu travailles dans un domaine artistique ou que tu travailles avec des personnes qui font leur premier projet, les gens peuvent être un petit peu frileux. Ils peuvent ne pas forcément oser prendre des décisions et avancer au stade suivant de peur par perfectionnisme. En fait, on connaît tous ça, quoi. Et comme je le disais en intro, il y en a qui disparaissent. Et il y en a assez fréquemment qui te font miroiter des projets à l'avenir qui en fait n'arriveront jamais. Donc au final, tu te retrouves dans un cercle vicieux où tu donnes énormément de temps aux gens, mais t'as rien derrière pour remplir ton frigo, puisque les projets souvent ne se font pas ou sont décalés, puisqu'il n'y a rien de concret qui a été achevé, qui a été posé sur la table. Donc rien n'empêche la personne de décider un jour ou l'autre de lâcher le projet. Et toi, t'as pas été rémunéré derrière et t'as gaspillé du temps. Demander un acompte, c'est un des leviers qui va te permettre de montrer aux gens que tant qu'une décision n'est pas prise, tant que des sommes, des frais ne sont pas engagés, on ne commence pas à travailler, donc on ne lance pas leur projet, et ça te permet de te protéger aussi des abus. Et puis surtout, ça te permet de te protéger des retours en arrière. C'est-à-dire qu'à mes débuts, j'étais souvent confrontée à des gens, comme je te disais, qui hésitaient, qui ne savaient pas trop quel type d'image pouvait leur correspondre, et donc qui changeaient souvent leurs idées. Et quand c'est un projet personnel, c'est ton bébé, tu connais sûrement ça en tant qu'artiste, tu as du mal à le laisser s'envoler de ses propres ailes, on va dire. T'as toujours des petites modifications à faire, peut-être que ça se serait mieux, etc., etc. Et du coup, en tant que prestataire, une fois qu'on t'appelle, c'est ta responsabilité justement de cadrer ce lancement, le lancement de ce projet, en validant la date de diffusion prévue, en établissant un rétro-planning pour le tournage et en restant ferme sur sur les délais et sur les idées qui ont été choisies. Tout ce que tu as convenu avec tes clients, assure-toi de toujours le reporter à l'écrit, parce que ça, c'est une des plus grosses erreurs que je faisais aussi tout le temps, en fait, et qui peut arriver encore aujourd'hui, même aux plus professionnels d'entre nous, c'est de ne pas encadrer ses prestations légalement, de ne pas faire de conditions générales de vente. Quand on est freelance en audiovisuel, il n'y a pas une convention collective nationale à suivre, à respecter pour ton employeur, enfin pour ton client plutôt, parce que du coup en freelance légalement tu n'as pas d'employeur. Tu n'as pas de règles légales spécifiques qui encadrent ton travail, c'est-à-dire que c'est à toi de décider du nombre d'heures que tu fais, de si tu prends une pause déjeuner, de si tu as accès à des WC, c'est bête, mais c'est à toi de le décider ça. C'est les boîtes de production qui légalement sont obligées de respecter des clauses de travail hyper strictes et spécifiques, et les clients qui vont les voir, ils sont au courant et puis ils ont des avocats avec eux. Mais toi, en freelance, si tu travailles avec des particuliers ou des petites entreprises, ils sont peut-être pas forcément au courant. Et puis c'est normal, ils font appel à toi, c'est toi l'expert. Donc c'est à toi de décider de tes propres règles, de tes propres conditions de travail, en consultant bien sûr tous les documents légaux adéquats à ton rôle, à ton métier. C'est donc ton devoir d'informer tes clients et ta responsabilité d'instaurer un cadre de travail sain pour votre relation professionnelle, tout en restant bien sûr dans les clous, juridiquement et éthiquement. Donc assure-toi de te renseigner sur tous les aspects légaux à respecter quand tu gères une auto-entreprise, une micro-entreprise, pardon, parce qu'en cas de litige, c'est ça qui va te protéger. Ça peut paraître impressionnant au départ quand tu te lances d'envoyer 3 pages de contrat ou de parler dans un langage professionnel, c'est pas forcément le truc le plus agréable à faire. Mais figure-toi qu'au contraire, de 1, ça va donner confiance à tes clients de voir que tu fonctionnes comme une vraie société, et de 2, tu vas attirer des clients qui, du coup, recherchent un prestataire aussi sérieux qu'eux. Donc en fait, c'est tout bénef. Tout ça, c'est mon vécu, c'est vraiment quand j'ai commencé à instaurer des processus de travail clairs, avec des conditions de travail précises et cadrées dans le temps, que j'ai commencé à avoir une stabilité financière. Mais pour atteindre cette stabilité, il y a un truc que j'ai mis beaucoup trop de temps à me décider de faire, c'est de compter mes heures. En vrai, au début, c'est difficile. Je te parlais de cadrer tes prestations dans le temps, de rétro-planning, de stabilité, mais ça, tu peux pas vraiment le prévoir en avance. Tu peux pas le savoir tant que tu l'as pas fait, tu vois, tant que t'as pas gagné l'expérience sur le terrain. Quand tu te lances en réal, tu peux pas prévoir en avance combien de temps il te faut pour faire un découpage technique de commande, combien de temps il te faut pour faire des montages de clips à la chaîne, etc., etc. Tout ça, c'est vraiment, comme je te disais, de l'expérience qui va te permettre d'acquérir cette connaissance-là sur ton travail.
et qui ensuite du coup va te permettre d'optimiser. Ok, là par exemple pour mes montages, peut-être que mon dérush, je pourrais le faire beaucoup plus efficacement si je faisais comme ça. C'est vraiment en testant et en apprenant, en tirant des apprentissages, quoi. C'est important de prendre le temps de peaufiner ces processus de travail pour trouver ce qui est le plus pertinent pour soi et efficace pour ses clients. Mais ça peut être à double tranchant aussi, parce que du coup tu peux peut-être prendre trop de temps à essayer de peaufiner des trucs, à préparer des lancements que peut-être que tu feras jamais, genre le nombre de projets qu'au final j'ai jamais lancé. Peut-être que ce le sera dans le futur, mais des fois, il faut juste y aller, tu vois ce que je veux dire? Il faut savoir trouver un équilibre entre peaufiner tes process et puis te jeter dans le grand bain. Pas essayer d'être perfectionniste ou de perfectionner les choses à l'infini, mais plutôt de trouver des processus de travail qui te permettent d'optimiser ton temps sans en perdre trop dans la recherche du processus parfait, quoi. C'est ça que je veux dire. Par exemple, un des workflows que j'ai créé qui va vraiment m'être utile sur mes projets de commande pour être hyper efficace, c'est de préparer des modèles, des fichiers de pré-production que je vais éditer sur chaque tournage et qui vont me permettre d'optimiser mon temps, comme un découpage technique ou un storyboard. Et ça, c'est disponible en description avec une vidéo tuto si tu veux gagner en expérience rapidement et efficacement. Mais en peaufinant tout ça, justement, en créant mes conditions de travail, mes CGV, en peaufinant la manière dont je communiquais avec mes clients, je me suis vite retrouvée face à l'un des plus gros cauchemars de tous les prestataires vidéo. C'est ce qui t'assure de voir le client disparaître, c'est de donner le rendu final avant d'avoir été payé pour ton travail. Combien de fois j'ai entendu des histoires de prestataires vidéo à qui c'est arrivé ça? C'est pas possible. En fait, le truc, c'est que tu vas avoir besoin, pendant le montage, pendant la post-production, d'envoyer le résultat à ton client pour qu'il te fasse ses retours et qu'il, tu vois. Mais le truc, c'est que des fois, les gens, ils vont partir avec. Donc pense comme en photo, comme en design, tu mets soit un gros watermark sur l'image, soit tu envoies un fichier à vraiment basse résolution, en 480p par exemple, mais en vrai le watermark c'est le plus safe. J'envoie sans watermark quand vraiment la personne m'a payé juste après le tournage, c'est ce que je demande maintenant, jusqu'à 7 jours après le tournage. Tu payes les techniciens, tu payes la réal, la prod, et après on commence le montage, pas avant. Parce qu'en vrai un truc qui arrive beaucoup plus souvent que les clients qui disparaissent après le tournage, c'est ceux qui retournent leur veste et qui te demandent d'échelonner le paiement, mais genre à base de 10 mensualités de 100 €, tu vois, ou de 50 €. Parce que tu comprends, payer l'équipe c'était déjà compliqué, la trésor c'est pas trop ça en ce moment. Mais du coup, toi tu remplis pas ton frigo, quoi. Pourtant, la règle elle est partout pareille. Tant que t'as pas payé, tu repars pas avec ton projet. Mais dans l'art, les gens ont tendance à l'oublier, parfois délibérément. Alors fais attention. Le prochain truc dont je vais te parler, j'aimerais que tu te le rentres assez tôt dans ta tête, dans ton parcours. Enfin, que tu commences à travailler dessus assez tôt, puisqu'en vrai, c'est un travail de tous les jours. La valeur de ton travail, c'est pas la même que ta valeur en tant qu'individu. Donc, le prends pas personnellement s'il y a des problèmes avec tes clients. En vrai, le sens des mots dans cette phrase, il est facile à comprendre, mais c'est pas forcément facile à intégrer. Et dans l'art, on est un peu tous des perfectionnistes, je pense. Je crois que c'est notre défaut commun à tous. Et des fois, les clients, ils sont tout aussi perfectionnistes que toi, si ce n'est plus. Et ils peuvent avoir une idée hyper précise du résultat qu'ils veulent, même si ça ne correspond pas parfois à ce qui est bon pour le projet, ou ce que tu sais faire, ou ce que tu as envie de faire, etc., etc. Et le truc, c'est que ça peut arriver de ne pas être d'accord, mais certaines situations basiques peuvent dégénérer et peuvent aller très très loin. Et quand je me suis confiée, quand ces situations arrivaient à des collègues, eh bien il s'est avéré qu'ils avaient vécu eux aussi la même situation, avec les mêmes conversations et les mêmes clients abusifs face à eux. D'où l'intérêt de te protéger légalement, comme je te disais en début de vidéo, mais aussi de protéger ton mental. Et un vrai moyen d'éviter ce genre de situation, je me rends compte maintenant que c'est passé, c'est de savoir dire non dès le départ à ce qui ne te correspond pas. Sur le court terme, si tu as besoin d'argent, bien évidemment ne refuse pas des projets. Au contraire, l'argent appelle l'argent. Mais en fait, ne te trahis pas en route ou ne te perds pas en route. Et pour ça, pour y arriver, en fait, il ne faut pas que tu te perdes en route. Et pour y arriver, il faut penser concret, stratégie et objectif. Est-ce que ce projet correspond à mes compétences, à mes valeurs, au métier dont je veux vivre? Si c'est bénévole, est-ce que ce projet va me porter des images, un contact, une expérience ou des compétences concrètes que je peux activer directement après le tournage? En faisant ces choix sur le type de projet que tu acceptes et ce que tu acceptes de faire au sein de tes projets, parce que tu as le droit aussi de refuser des demandes que tes clients te font, si tu expliques pourquoi, bien sûr, toujours avec pédagogie. Par exemple, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de refuser de tourner certaines scènes qui, pour moi, représentaient mal la figure de la femme, tout simplement. C'est à toi d'en informer les gens, c'est toi qui es responsable aussi que ça se déroule bien et que ça se déroule selon les conditions de travail et les valeurs que tu veux véhiculer, que tu veux porter dans ton projet. Enfin voilà. Et savoir dire non, ça veut aussi savoir dire non aux projets qui ne te correspondent pas en termes de compétences, comme je te le disais. C'est-à-dire que souvent, on m'appelle pour des tafs qui correspondent plus à un profil de vidéaste. Je sais pas si c'est un bon exemple, mais c'est comme si tu demandais à un illustrateur qui fait, je sais pas, des affiches dessinées à la main, de faire un logo, tu vois. Ça, c'est le travail d'un graphiste spécialisé dans le branding, dans la stratégie de marque, tu vois ce que je veux dire? Certes, c'est deux trucs que tu fais à la main, peut-être même sur les mêmes logiciels, mais c'est deux métiers diamétralement différents.
Et c'est deux objectifs aussi diamétralement différents. Mais justement, si tu as envie d'approfondir tout ça et de comprendre vraiment la différence entre un réalisateur et un vidéaste, j'ai fait une vidéo sur le sujet qui pourrait t'intéresser. Sur le long terme, tu envoies un message clair sur ton positionnement. Et ceux qui cherchent exactement ce dans quoi tu te spécialises sauront vers qui se tourner. En fait, ce conseil il part d'un constat simple, d'une erreur que j'ai remarquée chez moi, mais que je constate aussi chez d'autres créatifs qui sont un peu touche à tout. C'est de faire la girouette professionnellement et de mettre du temps à te décider sur ce que tu as envie de faire, sur la voie que tu veux prendre. Même s'il faut être multicasquette pour réussir dans ce milieu, tu peux pas être à la fois photographe, réal, monteur, électro, assistante prod. C'est ce que j'ai essayé de faire et c'était galère déjà. Puis surtout, tu te rends compte que donner 100% de tes capacités de travail dans une seule corde de métier, ce sera 1000 fois plus efficace que de donner 10% dans 10 métiers différents, quoi. Au final, tu vas beaucoup plus évoluer, beaucoup plus rapidement et efficacement si tu te consacres à ce qui te parle vraiment toi, à ce que tu as vraiment envie de faire. Et si t'es ici, je pense que c'est de la réal du coup. Il y a un livre qui m'a beaucoup aidé à structurer, à comprendre comment trouver le moyen d'arriver à mes objectifs, enfin trouver une voie pour moi. C'est The One Thing et je te le mets en description. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il faut jamais être technicien avant d'être chef de projet. Au contraire même, essaye de gagner le plus d'expérience possible, mais peut-être prends un temps pour te focaliser sur le fait de gagner des expériences et puis après lance-toi en tant que réal, lance ton auto-entreprise. Si je devais revenir en arrière, je pense que c'est ce que j'aurais fait parce que j'ai voulu lancer les deux en même temps et du coup, tu vois, l'ACRE, c'est une aide qui te permet de bénéficier de moins 50% de charges pendant la première année de ton auto-entreprise. J'ai pas pu pleinement en profiter puisque j'avais pas assez le temps pour faire le plus de prestations possible. Donc c'est ce que j'aurais pu faire si je m'étais vraiment focalisée uniquement sur mon entreprise. En vrai, pour moi, ça a marché, mais peut-être que ça m'a pris plus de temps du coup d'atteindre une stabilité. L'idée, c'est vraiment de pas diluer son attention et son temps parce que l'énergie, c'est hyper précieux. Ça, on l'a évoqué en quelque sorte un petit peu plus tôt dans cette vidéo en parlant du fait qu'il faut cadrer tes prestations dans le temps, qu'il faut compter tes heures. En vrai, le but en faisant ça, ça va être certes d'atteindre une stabilité, d'envoyer une image de société professionnelle, mais surtout de pouvoir tenir dans le temps, sur le long terme. Si j'ai envie de te parler de cette dernière erreur que j'ai commise aujourd'hui en me lançant, c'est parce que j'ai envie que ce soit celle qui te fasse le plus réfléchir, enfin tu vois, que ce soit celle à laquelle tu penses à la fin de cette vidéo. Après, je sais pas à quoi tu vas réfléchir, hein. Sur quoi tu vas travailler, c'est libre à toi après. Mais si ça peut être ça, c'est cool. Parce qu'en gros, pour te parler de mon expérience, moi je me suis lancée en fin de mon parcours d'études, et quand tu es étudiant, clairement gérer ton temps, c'est pas ta priorité. Sauf que quand tu es ton propre patron, ton rythme de vie, c'est le reflet de la réussite de ton entreprise. Il n'y a qu'à voir où en était cela aujourd'hui. Trouve un rythme de travail qui correspond à ton rythme de vie. C'est-à-dire le fait de pouvoir accorder du temps à ton sommeil, à ton repos, à du temps passé avec ta famille et tes amis. Parce que ce qui est bon pour toi est bon pour ton business. Voilà toutes les erreurs que j'ai faites en me lançant en tant que réalisatrice freelance et les apprentissages que j'en ai tirés, afin je l'espère que toi tu évites de les commettre. En vrai, je sais même pas si c'est toutes les erreurs, tu vois, ça mériterait une deuxième vidéo, peut-être une fois que j'aurai évolué dans ma carrière. En tout cas, j'espère que ça a résonné avec des questionnements que tu pouvais avoir. N'hésite pas à poser tes questions en commentaire et on se voit dans la prochaine vidéo.